Voilà, bonjour à tous. Anthony Lecrène, F4GOH, F4LEU, Quentin, on va vous présenter un petit peu les modules TTGO LoRa et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc il y a deux projets en cours, un projet un peu plus ancien maintenant qui est le LoRa PRS et ensuite le réseau maillé avec Mesh Stastic qui est de plus en plus à la mode. Alors comme vous le savez, la PRS, ça date pas d'hier sur 144.800. Habituellement, pour faire de la PRS standard en FM, il nous faut un transceive, un équivalent du Tinitrack plus le GPS, donc ce qui correspond à un matériel, on va dire, assez conséquent maintenant. Alors qu'en utilisant un émetteur-récepteur TTGO compact avec le protocole LoRa, eh bien on évite la couche FM FSK à X25. Il ne reste plus que le LoRa et la couche APRS, et qui permet justement d'avoir des choses un petit peu plus compactes. On a un afficheur, le modem et le GPS intégrés sur ces modules-là. On est sur 400 mégas. Donc 70 cm, même si on peut en faire sur 868, puisqu'il existe deux modules. Ensuite, je me suis trompé de truc. Voilà, ça va être celui-là. Bien, alors deux modules. Un pour la balise ou l'émetteur, donc le TTGO avec le GPS, et il existe le TTGO sans GPS, cette fois-ci avec en réception. Donc réception dans le QRA, donc dans la station, ou un peu n'importe où d'ailleurs. Le Liget est connecté en Wi-Fi sur une box ADSL qui va recevoir les trames APRS et ainsi les envoyer sur les serveurs pour APRS.FI. Donc là, on reste typiquement sur une situation standard par rapport au 144.800. C'est vraiment transparent. Sauf que c'est surtout le matériel qui est beaucoup plus léger. Alors, en ce qui concerne la modulation LoRa, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a l'université de Savoie-Mont-Blanc qui édite un livre qui est gratuit. Donc le lien est un petit peu long, mais quand on tape Université Savoie-Mont-Blanc LoRa, on tombe tout de suite sur la doc PDF. Donc ils éditent un bouquin gratuit qui fait un peu plus de 100 pages et qui explique bien la modulation. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est quand on voit cette modulation sur un récepteur SDR, on voit ce qu'on appelle l'étalement de spectre avec des petits zigouigouis, on va dire, un petit peu partout, et ce qui caractérise typiquement le LoRa. LoRa qui veut dire low range. Le premier test que j'ai fait, alors en bicyclette. Donc j'avais le TTGO dans mon sac à dos avec une antenne, tiens Quentin, peut-être que tu peux la montrer, voilà, une antenne de ce type-là. C'est une J-pole qui est dans le tube. Il y avait deux Ziget, donc deux stations de réception, chez moi à Télocher et une au lycée, donc le radio-club du lycée Touchard au Mans, F4KMN. Et donc là j'ai fait un petit circuit en vélo, et on peut quand même constater que j'ai été relayé assez facilement, on va dire, sur une distance moyenne de 10 à 20 km, avec la puissance nominale du TTGO, qui est de 20 milliwatts. Deuxième test, le ballon sonde. Alors on lance depuis 10 ans maintenant, tous les ans au lycée, un ballon sonde, et petit à petit, on rajoute des choses, on fait des modifications. Et là, vous pouvez voir sur le côté gauche le TTGO avec le reste. Alors, bon, dans cette version, on va dire 2022, il y avait plusieurs émetteurs, un APRS standard, puisque les observateurs verront le DRA 818 qui est juste au-dessus. Et puis un deuxième émetteur de secours, justement, c'était le système LoRa sur 400 mégas. Et cette année, on va rajouter la SSTV sur les 30 mégas.
voilà, en Martin 1. Et la SSTV sera assurée par un Raspberry Pi avec le logiciel RPTX. Bon, ça, après, je sors un petit peu du contexte du LoRa. Je pourrais en reparler éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Il y aura d'ailleurs un article dans le REF le mois prochain. Alors, la zone de couverture, c'est très intéressant. Le ballon, il est parti, voilà. Il s'est posé dans un département limitrophe. Je ne sais plus lequel c'est, ça doit être dans l'Orne. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir un petit peu quelles sont les stations qui ont reçu le signal pendant tout le voyage. Alors, tous les petits points noirs, ça, c'est toutes les stations qui ont reçu des stations, des IGET, qui ont reçu les trams. On peut voir quand même qu'avec 20 milliwatts, évidemment, quand on est à 30 000 mètres d'altitude, on est tranquille en ce qui concerne les obstacles. Un petit peu d'historique sur le projet LoRa APRS. D'abord, c'était initié par un Autrichien. Seulement voilà, il fallait, dans les premières versions, que l'utilisateur recompile systématiquement le code. Alors, des fois, pour pas forcément tous les radioamateurs, il faut quand même être spécialiste de la compilation, installer un environnement de développement, installer les bibliothèques, lancer la compilation, voilà, c'est pas forcément évident, même s'il y a un fichier binaire qui est à programmer, mais il n'y a pas forcément de doc qui explique un petit peu comment procéder. Donc c'est vrai qu'il y a des projets qui sont très très intéressants côté radio, mais malheureusement, il n'y a pas que ces projets-là. Il y a beaucoup d'autres projets qui ne proposent pas d'installation, facile. Donc quand on est obligé de recompiler, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors moi j'ai décidé de refaire un petit peu, j'avais repris le code source et voilà, j'ai refait mon programme à ma sauce, c'est un petit peu différent. Et on a ce qu'on appelle une installation facile. C'est-à-dire qu'on se connecte sur un site, sur mon GitHub, voilà, et puis on a une page web, il suffit de cliquer sur le mode en 1 iGet Wi-Fi, ensuite on sélectionne le port COM, installe iGet, hop, Erase Device, et puis pouf, on attend que ça tourne, ça marche que sur Google Chrome, parce que Google Chrome, il y a les bibliothèques pour être en dialogue avec la liaison série. Donc les ports COM. Voilà, donc ce qui évite aux utilisateurs de recompiler tout, voilà, etc. Et puis après, pour la configuration, ça se fait, en ligne de commande, un peu comme le DOS avant ou alors la console Linux actuelle. C'est-à-dire qu'il suffit de taper, par exemple, pour changer le SSID. Le SSID, c'est l'accès Wi-Fi pour la station réception au sol. SSID, le nom du SSID, le mot de passe, le call, la latitude et la longitude de la station de réception. Les commentaires, la fréquence, on peut changer. On peut dire si on active Internet ou on désactive Internet. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand je me balade avec le ballon, quand on va chercher le ballon, moi j'ai besoin d'avoir une connexion locale sans Internet. Donc je suis directement entre mon téléphone et le TTGO, sans 4G. Donc c'est pour ça qu'on peut activer ou désactiver Internet. Et puis le serveur, c'est les paramètres classiques en ce qui concerne la configuration. La configuration du tracker, cette fois-ci, au niveau de l'émission, même principe, des lignes de commande avec les 4 petits points, le call, la fréquence, le symbole, l'intervalle de temps entre 2 émissions, et puis le commentaire éventuel. Petite particularité, quand même, importante, qui n'a pas été pris en compte dans le programme original, c'est le GPS. En effet, la première fois qu'on a lancé le ballon, on s'est fait avoir. Le ballon, voilà, impeccable, 5000 mètres, 10 000 mètres, nickel, on recevait les informations du LoRa. Puis d'un seul coup, aux alentours de 12 000, plus rien. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que le GPS n'était pas configuré pour à haute altitude. Il aurait fallu le paramétrer correctement. Et ça, on n'a pas fait attention.
effectivement, quand on creuse un petit peu la documentation, on s'aperçoit que on a le NavMod portable, etc. Hein, et puis il y a le Airborne. Et c'est ça qu'on a rajouté dans les prochaines versions. Et là, on a eu l'année d'après un voyage qui était tout à fait nominal. Donc méfiance quand on récupère des firmware, des logiciels pour le LoRa APRS et qu'on veut l'intégrer dans un ballon, il faut vérifier que le GPS soit convenablement configuré. Ça, c'est important. Alors le test. Donc par rapport au logiciel original, moi, ce qui m'intéressait, surtout quand on est en mobile et on arrive dans les petits chemins hein, quand on récupère le ballon. Hein. Donc c'est un peu chaotique. Donc il faut que la longitude et la latitude apparaissent en gros et pas en tout petit. Donc c'est pour ça que j'ai mis les valeurs vraiment au plus gros de l'écran. Voilà, prendre un maximum de place. Et puis après, la tension de batterie, le courant, l'altitude, le cap et la vitesse. Bon, c'est ce qui m'intéressait surtout pour le ballon sonde. Ensuite, donc si ça vous intéresse, il y a eu un article en 2022 qui est apparu dans le Radio Ref. Le Ref m'a autorisé à publier cet article sur mon GitHub, donc il est en accès libre. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver cet article dans diverses revues comme le QEX de la RRL, le Radio Aficionados espagnol. Alors évidemment, moi, mon firmware, mon logiciel, il date 2022, c'est pas si loin que ça, mais le temps passe. Et on peut constater qu'il y a d'autres projets très intéressants autour du LoRa APRS et un nouveau firmware, un nouveau logiciel de CA2RXU qui propose aussi une programmation facile, mais cette fois-ci, ce n'est pas en ligne de commande, c'est directement via une page web. Donc on programme automatiquement via le web le logiciel, on se connecte avec le portable, voilà, en Wi-Fi, et puis on paramètre nos identifiants, le SSID, etc., de manière facile, sans recompilation. J'ai pas encore testé, mais je tenais absolument à le souligner sur le diapo. J'ai vu ça passer dans les fans de LoRa APRS. C'est assez récent comme firmware. Une petite parenthèse sur tout ce qui est Raspberry Pi, puisque c'est des choses qu'on utilise beaucoup, même éventuellement en QRP, avec les fameuses clés RTL-SDR. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont au courant, mais j'ai publié sur le site du REF, publication REF Raspberry Pi, toute une liste de tutoriels autour de la clé RTL-SDR, notamment la réception APRS, j'ai dû la faire, l'IGAT APRS, partie 14, la réception des avions, la réception des satellites météo NOAA, sur 137 mégas, faire des serveurs, enfin bref, voilà, vous trouverez tout un tas de choses là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. C'est traduit évidemment en anglais et en espagnol. Sur mon site. Également, vous pourrez aller consulter mon GitHub. Vous trouverez tout un tas de choses sur les montages radio amateurs et aussi pour les fans de rétrocomputing, notamment autour de l'Auric. Vieil ordinateur, mais qui était très sympathique à l'époque. Voilà. Aussi, il y a le site du lycée. Donc, puisque je suis enseignant au lycée Touchard au Mans, et depuis 2 ans, on a créé un club F4KMN au sein du lycée, où on a des étudiants qui préparent la licence. Il y a un site qui est fait où je publie de temps en temps des documentations pour les débutants, attention, c'est pour les débutants, c'est pas pour les experts, avec tout un tas de documentation sur la licence, etc. Et puis l'utilisation du matériel qu'on a, des choses un petit peu standards.
Je vais passer la parole maintenant à Quentin, qui va vous présenter le projet suivant, toujours autour du LoRa, Mesh Static. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du projet Mesh Static. C'est un projet open source qui consiste à créer un réseau maillé en radio. Donc, contrairement à Internet où il y aura des câbles, là, tout est en radio. Donc, ça évite tous les problèmes de coupure de fibre, par exemple, qu'on rencontre assez fréquemment. Donc, ça utilise le système LoRa, système qui est très faible consommation d'énergie avec une portée assez importante. Et ce système-là, il va permettre de pouvoir communiquer entre différents appareils qu'on voit juste ici. Donc, on va pouvoir communiquer avec d'autres gens. Il y a 2 fréquences qu'on peut utiliser avec ce système-là, qui sont 430 mégas et 868 mégas. Donc, en moyenne, on a pu remarquer qu'aux alentours du Mans, on a réussi à faire des liaisons entre 2 systèmes qui sont aux alentours de 10 à 20 km. Le problème étant que si on veut aller plus loin, donc si on veut faire une distance de 40 km, on va avoir besoin d'un moyen autre. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un nœud ou une maille. On va utiliser un 3e système qui va nous permettre de rebondir. Donc c'est ce qu'on appelle un rebond. Et avec un système comme ça, on va pouvoir aller à des distances beaucoup plus longues. Donc moi j'ai décidé de ne pas utiliser un TTGO SP32 pour des raisons de prix, parce que ce genre de système coûte aux alentours de 50 €. Donc pour réduire les coûts, j'ai fabriqué mon propre TTGO sur une breadboard qu'on voit juste ici. Donc j'ai utilisé un ESP32 V-Room avec un module LoRa qu'on voit en bas. Et donc j'ai câblé un écran OLED, un capteur de pression atmosphérique et de température, et j'ai mis une antenne GPS. Et ce système-là, il va nous permettre par la suite de mettre tous ces composants sur un PCB, puis de le rendre autonome avec un système comme ceci. Donc le PCB qu'on voit juste ici, il sera dans la boîte plastique, qui sera sur batterie et avec un panneau solaire pour rendre ce système autonome, avec une J-pole juste au-dessus pour l'antenne. Donc on voit le système sur la photo. Le gros avantage du mesh statique, c'est que la configuration est très simple. Il suffit de flasher le firmware de l'ESP que j'ai choisi avec un Chrome qui est, comme Anthony l'a dit, un navigateur qui utilise la liaison série de l'ordinateur. Et donc une fois flashé, le mesh statique est en Bluetooth et il sera connecté à notre téléphone et on pourra le paramétrer. Donc très important. En numéro 3, il va falloir paramétrer la région où on est et la fréquence à laquelle on utilise. Moi, j'ai décidé de l'utiliser en 433 MHz pour des raisons économiques, parce que les antennes J-pole sont parfaitement faites pour ça. On voit juste en dessous la version Android, donc la version en noir, c'est la version iOS, qui a quasiment la même chose. Alors après, on voit en numéro 1 les paramètres de licence radio amateur. Si vous êtes radio amateur, vous allez être autorisé à émettre à 100 mW. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes limité à 20 mW. Donc en 2, il suffit juste d'indiquer votre indicatif. Alors le 3e paramètre, c'est très important. Si vous voulez utiliser le système en tant que client, donc simplement émettre des messages sans que votre module soit un routeur, il faut cocher que la case client. Moi, je veux permettre d'étendre le réseau mesh statique, donc je veux que mon système soit routeur et client. C'est un paramètre très important. Sinon, si vous mettez simplement client, le projet ne va pas pouvoir se développer aux alentours. Et après, pour communiquer, on utilise des canaux. Donc, il va falloir paramétrer ces canaux puisqu'ils sont cryptés. Donc, seules les personnes qui ont les clés de cryptage vont pouvoir accéder à ces canaux.
Donc ici, c'est le canal principal où tout le monde va pouvoir parler, donc c'est un canal public. Donc là, c'est la version Android, c'est la même chose que pour iOS, avec les menus un peu rangés différemment. Donc on voit juste ici les communications. Alors, on a deux choix possibles. Soit on parle à des personnes en privé, donc des messages directs. Donc on sélectionne la personne à laquelle on va envoyer un message et on lui envoie. Soit on utilise les canaux. Donc il y a deux types de canaux, privé ou public. Donc le canal public, primary channel qu'on voit ici, il va se permettre de parler à n'importe qui est sur le système. Donc c'est un canal où tout le monde peut parler, tout le monde peut recevoir les messages. Et moi j'ai décidé de créer un canal privé qui est crypté, donc qui seul moi ait la clé de cryptage. La clé de cryptage qui va permettre de pouvoir envoyer et recevoir les messages entre des personnes restreintes. Donc j'ai juste à diffuser la clé de cryptage à qui je veux pour qu'il puisse rejoindre ce canal. Donc on voit ici un plan du réseau maillé autour du Mans qui commence à être un petit peu dense. Donc on peut voir l'exemple à gauche, si je veux communiquer avec donc Anthony F4GOH, mon antenne n'est pas assez performante pour y aller directement, donc je vais devoir passer par un nœud, donc un rebond. Donc là en l'occurrence je vais passer par B4, puis après je vais communiquer à Anthony. Sur l'interface de notre téléphone, on va voir plusieurs informations, notamment le signal. Donc on voit sur les deux premières cases si mon signal est bon ou il est mauvais. Et si on ne le capte pas en direct, on va voir le nombre de rebonds par lesquels on passe. Donc ça veut dire que sur l'image de droite, on voit qu'il y a un seul rebond, mais je peux très bien en faire plusieurs. Donc on va voir par combien de personnes on passe avant d'accéder à cette personne-là. Donc à droite, on voit la version Android qui a quasiment la même. Donc moi, j'ai décidé de trouver une solution qui pourrait être mise en place de manière, on va dire, professionnelle. Donc j'ai pris un exemple tout bête. À côté de chez moi, donc il y a une autoroute. Et sur cette autoroute, il y a des stations météo. Ces stations météo, elles sont reliées par fibre. Le problème étant que, il n'y a pas si longtemps, il y a des travaux publics qui ont été faits et la fibre a été coupée. Donc les stations météo, elles ne servaient plus à rien. Le temps des réparations, on ne recevait plus rien. Donc avec un système de type mèche statique, on pourra même en cas de problème avoir une liaison permanente avec ce système. Donc sur ce projet-là, il y a des capteurs qui sont déjà prédéfinis et où les pilotes sont déjà installés dans le firmware, notamment le BMP 280 qui est un capteur de température et de pression atmosphérique. Donc ce capteur-là, il fonctionne avec une communication I2C. Donc il suffit juste de le brancher sur les pins I2C de notre ESP. Et puis il va être reconnu tout seul. Il y a juste les deux paramètres à activer dans notre configuration sur notre téléphone qui vont servir à afficher le graphique qu'on voit ici. Donc le graphique, c'est les relevés de notre capteur qui sont datés et avec les valeurs qu'on obtient. Tout le monde peut voir ces données, toutes les personnes qui sont reliées à notre mèche statique peuvent voir ces données-là. Donc on le voit notamment ici sur une personne qui a branché un capteur, et il y a un petit logo météo, et il suffit de cliquer dessus et on pourra voir les données qu'il nous envoie. Donc on voit aussi l'affichage sur l'écran que j'ai câblé en physique, qui nous affiche les données. Alors mon capteur ne fait pas humidité, mais il existe des capteurs qui font les trois. Donc les gros avantages du projet mèche statique, c'est la simplicité d'installation. Il n'y a quasiment rien à faire. Le deuxième plus gros avantage, c'est le prix. Ça veut dire que le module TTGO que je vous ai montré vaut environ donc 50 €. Et avec un projet sur une breadboard comme ça, on est à peu près à 2 € le composant. Donc il y en a 5-6, donc on est très rentable. J'ai fabriqué aussi ma propre antenne J-Pole. Dans le commerce, une antenne comme ceci, ça vaut aux alentours des 50 €. Moi, avec 2 morceaux de métal, on va dire, et un tube, je m'en reviens pour pas très cher. Donc j'ai réussi à réduire fortement le coût de ce projet. Donc les antennes, j'en ai parlé.
Et le principal avantage, c'est qu'en cas de catastrophe naturelle, ce projet-là, il fonctionnera toujours. Donc en cas de gros problèmes, on sera toujours capable de parler, d'émettre des messages à n'importe qui. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Tout ça ensemble ? Alors j'ai pas le prix exact, mais oui. Oui, bon, je pense qu'on est même en dessous des 50 €. Oui. Tout le réseau match plastique, il est que sur 433 ou vous avez aussi des notes qui sont sur 868? Alors, nous, on n'utilise que 433, mais d'autres personnes utilisent 868. Et on peut faire des passerelles. On peut faire des passerelles en utilisant MQTT, en faisant un serveur local. Et la différence de portée entre le 400 et le 800, elle est vraiment importante. Alors, moi, j'ai pas testé le 800, donc je sais pas du tout. Un peu plus restreint quand même. Ouais, C'est un peu plus dur, il faut avoir plus de dégagement quand même. Puis il y a toujours le problème des antennes. L'avantage du 400, c'est qu'on a déjà les antennes. J'ai un module sur 868 et il y a beaucoup moins de trafic aussi sur. Oui, il y a moins de trafic. Donc on peut aussi aménager. Il y a C'est pas ce qu'ils font aussi ils sont plus sur 868 à Saint-Étienne. Ouais. Et sur le 433, il n'y a pas trop d'encombrement, parce que ça ne va pas. Par rapport à ce qu'on a pu faire au vent, les résultats sont quand même très positifs. Est-ce qu'il y a des boîtes ou des entreprises publiques qui sont intéressées par vos projets sur un lecteur réseau? Oui, ça va être. Il y a un métrologiste qui est intéressé. Pour Vinci, il y a eu une coupure de fibre optique. Ça a coupé toute une série de réseaux, y compris les stations météo, mais également les télépéages. Donc il y a effectivement des gens qui sont intéressés pour avoir un réseau de secours. Donc pour les messages des stations météo, typiquement c'est ça. Donc pas uniquement une unité, mais avec en plus il existe des capteurs qui font température, humidité, qualité de l'air, pression atmosphérique. Donc là on a une vraie station météo à Canada. Après, il y a des questions qui se posent aussi, notamment sur des groupes Discord liés notamment à Emercom où notamment il y a des groupes sur le plastique, c'est sur la façon de cryptage en fait Ouais, alors. en fait, sur l'AES. Est-ce que c'est vraiment légal aussi? Bah, alors sur leur site, ils en parlent ça, qu'ils ont des gros problèmes de cryptage et que du coup ils cherchent des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là parce que c'est encore en amélioration. Ouais. Le principe, c'est quand même de donner, quand on crée un salon, c'est de diffuser la clé. Ça ressemble un peu au DER quand il y a le code couleur, le machin, pour tel ou tel relais. Ça ressemble, c'est juste 3-4 caractères à taper. Donc finalement, c'est très ressemblant. Le 868, on est dans la base ISL. Donc on n'a pas de radioamateur, on n'a pas de statut sur cette bande-là. Ah non, c'est forcément du 20 000 watts. Voilà. Tandis que là, sur 400, on peut mettre des PA et passer sur des modules à 1 watt. Mais vous avez parlé de 100 milliwatts, il y a des modules 100 milliwatts. Ouais, il y a même des modules à 1 watt qu'on pourra vous montrer tout à l'heure. Ah oui. Qui ont un peu plus gros. Alors en théorie pure, tu n'as pas le droit de crypter entre 20 et 100, puisque là tu dépasses les 20 milliwatts. Finalement, si tu es statut radioamateur, tu ne peux pas crypter ta liaison. Non, mais c'est à partir du moment où on met sur un site, si vous voulez écouter les caractères la clé c'est A, B, C, D. Bon, moi je considère que c'est pas vraiment. Si c'est sur le site d'un radio club, vous voulez rejoindre le réseau, la clé c'est ça. Oui. Chacun des informations. Alors il est réglable. Alors on a utilisé le débit par défaut. Je sais plus. Il y a un tableau. Et
Long fast. Long fast. Long fast. Alors le long fast correspond à un bitrate et à un spread factor. Alors là, je ne connais pas par cœur, c'est dans une table. Mais je m'en souviens pas par cœur. Il y a plusieurs paramétrages. Et nous, on utilise le paramétrage par défaut. L'ordre de grandeur, c'est à peu près quoi? Un message, je sais pas, une phrase, c'est 2 secondes, enfin c'est rapide. Et précisément, j'ai plus le chiffre en tête. C'est une application SMS. Ouais, oui, le téléphone est connecté en Bluetooth et on utilise le téléphone comme terminal. Voilà. On tape le message sur le téléphone, il est envoyé sur le Bluetooth sur le module, il retransmet le message sur 400 MHz. Est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser d'autres terminaux que le téléphone? Par exemple, est-ce qu'on pourrait utiliser la ligne de commande Ouais, il existe la ligne de commande via Python. Il y a une ligne de prévu qui existe. Donc, concrètement, on pourrait avoir 2 Raspberry Pi Ouais, c'est possible. Il y a l'API. L'API est disponible. Donc, on peut faire des choses à ce niveau. On peut envoyer que du texte en fait, ou on peut envoyer C'est que du texte. Il n'y a pas d'image. De toute façon, l'imagerie, on aura. C'est trop long. Ah ouais, le débit est quand même Non, c'est pour des caractères. Oui, si on veut utiliser un petit volume d'informations, je sais pas, coordonnées GPS, météo, etc. Ouais, le GPS il est intégré. Si on est avec le GPS du téléphone peut être en lien avec le module et puis quand on se déplace, il y a des coordonnées qui s'appellent. Je veux dire, si on veut transférer ces informations-là à, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres de distance sur un téléphone, c'est possible. Du texte, n'importe quel texte ou coordonnées ou valeurs. C'est le téléphone qui va faire la communication avec. Ouais, c'est le Bluetooth qui Au parking, par exemple, est-ce que je pourrais communiquer avec ça dépend de la liaison Bluetooth que vous avez avec votre téléphone. Après, il y en a qui utilisent, c'est un peu nul, qui utilisent le réseau 4G pour accéder à leur module chez eux pour envoyer un message. Tu peux lui remonter le micro. Ouais. Mais c'est possible, oui. Pardon. Pour moi, le Bluetooth, quand même, c'est. Ah non, on est à côté, hein. On est à côté du module. Je pourrais pas communiquer avec le parking avec mon téléphone. Il faudrait que j'ajoute un module. Faut être avec son module, en quelque sorte. La liaison Bluetooth, le téléphone, c'est un terminal. On ne l'utilise plus en 4G. Voilà, c'est juste un terminal de commande. D'ailleurs, tu pourras montrer une interface où il y a le clavier intégré dans le module. Alors, c'est Meshtastic avec le clavier. En fait, ça correspond un peu au vieux téléphone BlueBerry. Où il y avait toutes les touches directement intégrées sur le module. Et là, il n'y a plus besoin de téléphone. Est-ce que l'assemblage avec l'ESP32, là, est-ce qu'il est documenté? Il va être documenté une fois qu'il sera terminé. Bien sûr. C'est en cours. En fait, il y a plusieurs modules à tester. Là, le test qui a été fait par Quentin, c'est avec le module basse puissance, donc 20 mW, le RA02, mais il faudrait passer avec le E22 qui fait 1 watt et faire un circuit imprimé compatible avec les 2 modules. Donc c'est l'utilisateur qui va choisir est-ce que je vais être en très très basse puissance ou est-ce que je vais passer sur 1 watt. Est-ce que vous avez fait des tests avec Meshtastic sur un ballon son pour voir un petit peu les temps de réseau? Alors, c'est pareil que le LoRa, APRS, donc c'est les mêmes performances. Le problème, c'est que je voudrais pas trop perturber le réseau Meshtastic sur 400 mégas quand je vais partir quand on va partir avec le ballon. Par contre, l'APRS est vraiment fiable pour ça, et donc je sais qu'il n'y aura aucun problème. Donc je préfère rester en APRS LoRa pour le ballon sonde, et puis d'ailleurs pour la télémétrie, le positionnement, le suivi sur la carte, ce sera beaucoup plus pratique. C'est fait pour ça. Est-ce qu'il y a des
Alors il y a une fréquence qui par défaut, 433, je ne sais plus combien. Habituellement, c'est celle que tout le monde utilise, mais vous pouvez changer la fréquence et puis décider que dans un département, bah tiens, on va utiliser telle fréquence un peu éloignée du 433, voilà. Bon, celle que vous voulez. De toute façon, la plage de réglage du module est assez large. Non, il n'y a pas de LoRa, à ma connaissance, sur 2 mètres. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la présentation de Laura tout à l'heure. Simplement pour dire que je fais partie d'un Fab Lab avec l'unité d'informatique de Valence. Oui. Et tous les ans, on lance un ballon en collaboration avec un lycée à Romans. Donc, on va le lancer la semaine prochaine. Donc, les lycéens sont tout à fait trucs avec les trucs officiels Internet, Wikidoo, etc. Et nous, avec l'unité, on lance un module LoRa avec tout un tas de capteurs en complément de ce qu'il y a sur le Wikidoo. Par contre, on est en 868 et on est sur le réseau officiel LoRa, donc on passe par MQTT et puis TTN. Donc on utilise un serveur. The Things Network. C'est ça. Oui, c'est une solution aussi. Ouais. Ça marche très très bien et pour revenir sur la réception de LoRa, alors bon, c'est sur le réseau entre guillemets officiel, on est reçu très très bien. Ah bah, vous avez vu la carte tout à l'heure, hein, c'est vraiment très étendu. Ça marche très bien le LoRa, c'est fiable. Et par contre, le gros problème que vous utilisez tout à l'heure avec le GPS, avec la programmation du Motherboard. Oui. C'est pas facile à gérer. Voilà, bah, je l'ai intégré dans mon software. Donc c'est juste une ligne à taper. Oui. Le software marqué LoRa PRS, il est pour un événement particulier ou il est applicable à plusieurs? Alors il y a d'autres modules effectivement où le brochage peut changer. Non, je spécifie quand même tel ou tel module parce que j'ai pas fait comme d'autres projets open source. Je me suis pas amusé à acheter 10 modules et à les recompiler sur chaque module, à les tester. Bah, déjà, il y a le coût d'achat des modules pour pas grand-chose. Non, je me suis contenté de garder une gamme, on va dire la plus utilisée, et puis de faire le soft dessus. Mais oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et le code est libre, vous pouvez le changer comme vous voulez. Non, C++. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, merci pour votre attention.